Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder le cas des origines des croiseurs de la classe Kirov. Alors j'avais fait une vidéo sur cette classe de navire, qui date d'ailleurs un petit peu maintenant, plus une autre sur la modernisation en cours de l'admiral Nakhimov. Aujourd'hui je voudrais qu'on se penche vraiment sur un sujet, c'est pourquoi les soviétiques ont construit les croiseurs de cette classe, des croiseurs quand même nucléaires, les plus gros au monde. Ceux qui ont suivi mes vidéos sur l'histoire de la marine soviétique et russe savent un petit peu où je vais aller. Pour les autres, ce sera tout nouveau. Allez, c'est parti. Tenter de comprendre le développement de la construction navale en URSS est très compliqué. Pour des raisons à la fois politiques et techniques, un nombre important de projets ont été lancés mais ne se sont jamais concrétisés, malgré parfois leur mise en chantier. Les observateurs les plus assidus ne manquent pas de faire remarquer qu'à plusieurs reprises, les chantiers navals soviétiques se révélèrent plus rapides pour détruire les navires sur cale que pour les achever. Il est aussi toujours utile de rappeler que les décideurs n'ont pas toujours fait preuve d'une grande constance dans l'établissement des priorités pour la marine soviétique. La construction d'une flotte est une tâche de longue haleine qui mobilise des capitaux conséquents. Or, lorsque l'URSS sort de la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de son industrie navale est en ruine et nécessite d'urgence d'être intégralement modernisé. Sous la houlette de Staline, des plans grandioses de construction d'une flotte de première ligne sont mis à l'étude, mais ces derniers sont abandonnés à sa mort en 1953. C'est d'ailleurs une chance pour la marine soviétique, car Staline ne disposait d'aucune compétence particulière dans le domaine naval, et avait des vues très conservatrices sur ce que devait être une flotte de première ligne. L'accent mis sur la construction de cuirassés et de croiseurs emportant des canons de gros calibre, risquait très clairement de faire rater le virage du missile à la marine soviétique. D'ailleurs, les navires en construction, les projets 82 Stalingrad et projet 68 bis Sverdlov, étaient globalement obsolètes avant même leur mise à l'eau. L'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev en 1953 a un impact conséquent et durable sur le futur de la marine soviétique. Premièrement, le 17 décembre 1959, il crée la force des fusées stratégiques pour mettre en œuvre les premiers missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. Les navires de surface soviétiques perdent alors toute capacité de déploiement d'armement nucléaire. En deuxième lieu, en 1956, il met à la tête des forces navales l'amiral Sergueï Korskov, ce dernier prenant la place de l'amiral Nikolai Kouznetsov. Officier compétent, ayant assimilé les bases élémentaires de la survie au sein de l'établissement politique soviétique, Korskov va accompagner et pousser la marine soviétique dans une phase de transformation radicale et massive sur une période d'environ 30 ans. Cette transformation est également la conséquence d'un alignement positif au sein de l'URSS. En effet, à plusieurs périodes de son histoire, la construction d'une flotte océanique soviétique a été soumise à de nombreux débats opposant une jeune à une vieille école. Et là, on va encore parler de doctrine d'emploi, vous allez me dire encore, mais oui, effectivement, quand on veut une flotte, c'est bien, mais savoir ce que l'on veut en faire, c'est une chose. Et du coup, nous avons la jeune école qui prônait la construction d'une flotte côtière et littorale nombreuse, composée de petites unités dont la force serait le nombre, et permettant de protéger les approches du territoire soviétique. A l'inverse, les tenants de la vieille école étaient partisans d'une flotte composée d'unités de grande taille pouvant intervenir loin sur les océans. Vous avez vu, ce sont deux méthodes bien différentes. L'idéologie n'étant jamais loin dans le fonctionnement du processus décisionnel soviétique, les tenants de la vieille école ont été purgés au début de l'époque stalinienne, avant que ceux de la jeune école ne rejoignent leur tour. Ces débats et ces purges expliquent en grande partie qu'aucune flotte moderne ne fut construite avant la Deuxième Guerre mondiale, même si le chantier des premiers cuirassés de la classe Soyouz avait été lancé. Nikita Khrouchtchev donne la priorité à la production de missiles intercontinentaux comme armements principaux de dissuasion, l'idée sous-jacente étant qu'il est moins onéreux de produire des missiles qu'une force conventionnelle terrestre, aérienne et navale, eu égard au budget et à la taille de l'économie soviétique. Cette emphase sur les missiles balistiques a un double impact direct sur les programmes navals. La priorité est donnée à la construction de nombreuses unités de surface de petite taille, reprenant ainsi d'une certaine manière les thèses de la jeune école, tandis que la force sous-marine conventionnelle et nucléaire
se taille la part du lion au sein de la flotte soviétique. En mars 1959 est publié un décret gouvernemental mettant un terme au projet lancé au milieu des années 50 de développement d'un croiseur à propulsion nucléaire, le projet 63, un navire de 20 000 tonnes puissamment armé et embarquant des missiles antinavires P-40 qui étaient dérivés du P-35, ainsi que d'un système de défense anti-aérienne à longue portée et devant constituer une réponse à la mise en service du croiseur à propulsion nucléaire USS Long Beach. Ce projet a un temps doublé par celui d'un croiseur de défense anti-aérienne, le projet 81, qui devait également disposer d'une propulsion nucléaire, aurait dû constituer la future plateforme de surface principale de la marine soviétique dès le début des années 60. En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba illustre les limites de la flotte. L'absence de plateforme océanique endurante, capable de rester longtemps en mer et de parcourir de longues distances en toute autonomie. Ce dernier point d'ailleurs sous-entend le fait qu'elle devait pouvoir se défendre par elle-même, pénalise lourdement la capacité d'action des soviétiques qui ne peuvent pas se reposer sur un vaste réseau de bases navales amies en dehors des pays satellites pour faire relâche et se ravitailler. Le besoin de véritables plateformes océaniques de surface disposant d'une bonne endurance ainsi que d'un armement puissant s'impose alors de lui-même. Le 21 octobre 1967, la destruction du destroyer israélien INS Eilat par l'Égypte grâce à des missiles antinavires P-15 Termite de facture soviétique va servir d'argument aux responsables de la marine pour faire comprendre au pouvoir politique l'utilité du missile pour effectuer des frappes contre les grandes unités de surface ennemies. À la fin des années 60, la flotte soviétique arrive à un point de bascule. Elle est alors largement surclassée par l'US Navy, qui dispose d'une capacité de projection mondiale grâce à ses porte-avions à propulsion nucléaire et menacée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont en mesure de frapper l'URSS depuis toutes les mers et océans du globe. De plus, elle ne dispose que d'un nombre restreint de plateformes de surface capables d'affronter les navires ennemis, les 4 croiseurs lance-missiles du projet 58 Kinda-Kronzi emportant un total de 16 missiles antinavires P-35. Ces bâtiments sont toutefois trop petits et disposent d'une autonomie trop limitée pour faire une réelle différence. Pleinement conscience que chercher à atteindre la parité avec l'US Navy leur serait parfaitement impossible, principalement pour des raisons budgétaires et industrielles, les chantiers navals soviétiques ne pourraient pas suivre le rythme imposé, la marine soviétique apporte alors une réponse asymétrique en adéquation avec ses moyens. La lutte contre les navires de surface, ainsi que contre les groupes aéronavals élaborés autour des porte-avions, sera dorénavant du ressort d'une force aéronavale basée à terre, travaillant de concert avec de nombreux sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Ceci explique d'ailleurs pourquoi l'aéronaval disposera pendant toute la guerre froide d'une très vaste force de bombardiers, d'abord des Tu-16 Bagder, ensuite des Tupolev 22 Blinder et enfin des Tu-22 M3 Backfire. Ces derniers étant conçus pour être envoyés à l'attaque en vagues synchronisées avec les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins lanceurs de missiles de croisière. Restait dès lors la question la plus délicate, la lutte contre les sous-marins lanceurs d'engins. Les responsables soviétiques avaient déjà autorisé la construction de plusieurs classes de croiseurs lance-missiles dont la fonction première était la lutte anti-sous-marine. Néanmoins, malgré un budget alloué à la construction navale pour le moins restreint, les décideurs de la marine voulaient disposer d'une classe de navires spécialisés en lutte anti-sous-marine, d'un déplacement moyen, disposant d'une large autonomie et pouvant être construits en quantité importante afin de traquer simultanément un maximum de sous-marins ennemis tout en assurant l'escorte des navires soviétiques sur de longues distances. Ce premier programme de destroyer, développé en 1969 et catalogué en tant que projet 1144 Orlan, tablait sur un navire d'environ 8000 tonnes, doté d'une propulsion nucléaire pour lui procurer une autonomie théoriquement illimitée. L'armement principal aurait constitué en un système de missiles polyvalents anti-sous-marins et anti-surface, des systèmes de défense anti-aérienne, des affûts lance-torpilles, ainsi que de l'artillerie. Cependant, vous vous en doutez, il apparut très rapidement que l'ensemble des armements à embarquer ne cadrait pas avec le déplacement envisagé. C'est pourquoi les ingénieurs développèrent un croiseur à propulsion nucléaire spécialisé dans la défense antiaérienne,
Ce projet 1165 Fougas serait venu compléter les croiseurs du projet 1144 Orlan. Les croiseurs du projet 1165 auraient été spécialisés dans la lutte anti-navire, avec en port de 32 à 45 missiles P700 Granit, mais également dans la lutte anti-aérienne à longue distance, avec en port du système S-300F. De leur côté, les croiseurs du projet 1144 se seraient avant tout concentrés sur la lutte anti-sous-marine. Cette solution ne manquait pas d'intérêt, mais créait un nouveau problème. À fonction équivalente, le nombre de coques à produire serait doublé, ce qui surpasserait très largement les capacités industrielles des soviétiques. En outre, vu la taille ainsi que le nombre d'armements à y embarquer, les bâtiments du projet 1165 auraient été beaucoup plus grands que ceux du projet 1144. Or, qui dit unité de grande taille ainsi que nombre plus élevé de coques à produire, dit fort logiquement explosion des coûts ainsi que souplesse opérationnelle réduite. Lors des manœuvres navales s'inscrivant dans le cadre de l'exercice Océan 1970, les responsables de la marine soviétique comprennent qu'il leur faut disposer de groupes de navires homogènes et polyvalents et de centres de commandement sur zone. La flotte a donc besoin de navires océaniques pouvant assurer une permanence à la mer et ou protéger les intérêts et lignes de communication soviétiques, tout comme il est nécessaire de disposer de bâtiments aptes à assurer le commandement sur zone et donc dimensionnés en ce sens. En effet, jusqu'à l'aube des années 70, les bâtiments soviétiques étaient considérés comme des batteries mobiles lance-missiles recevant leurs ordres de centres de commandement terrestres qui étaient chargés de combiner l'ensemble des informations collectées, avions, espions, satellites, etc., permettant ainsi de créer une image tactique contenant des cibles assignées pour la communiquer ensuite aux unités engagées. Ce faisant, les commandants des navires n'étaient plus que des exécutants ayant une vue réduite du champ de bataille et presque aucune autonomie opérationnelle. Cette absence de liberté d'action était une constante au sein des forces armées soviétiques, l'obéissance aux ordres primant sur le reste. Vu les moyens de communication employés, inutile de préciser que les manœuvres des dits navires étaient affectées d'une forte latence incompatible avec une guerre moderne. Le respect de la chaîne hiérarchique rendait les manœuvres quasiment impossibles. Le bon sens finit par l'emporter et le 25 mai 1971, l'amirauté publie les prérequis tactico-techniques qui vont acter la fusion des projets Orlan 1144 et Fougas 1165 au sein d'une seule classe de navires en lui adjoignant un centre de commandement intégré embarqué. Le nouveau programme reprend alors l'appellation du projet 1144 Orlan. Les travaux de recherche et développement sont attribués au bureau d'études Severance PKB sous la direction de l'ingénieur en chef B.I. Kupensky, le principal observateur de la marine étant le capitaine de premier rang Savin. Les travaux préliminaires avancent rapidement et le 28 novembre 1971, une première révision du projet 1144 a lieu. Le navire tel qu'envisagé devra combiner lutte anti-sous-marine grâce à un puissant sonar automatisé et lutte anti-navire grâce au nouveau missile P700 Granit. Une fois établies les grandes lignes générales de projet, d'autres éléments interviennent dans le design final. Les responsables de la marine exigent que les missiles anti-aériens S-300F et anti-navires P700 soient positionnés sous le pont et non dessus dans des tubes de lancement latéraux comme sur les croiseurs de la classe Slava. Vu la taille des missiles en question ainsi que leur nombre en dotation, le gabarit des navires s'accroît alors significativement, ce qui entraîne la nécessité de refondre la chaîne cinématique à l'origine envisagée sur la base de 3 réacteurs nucléaires dont la puissance thermique cumulée est maintenant insuffisante. On va les remplacer par 2 réacteurs nucléaires de nouvelle génération KN3. Au final, à partir du projet 1144 Orlan de 1969, portant sur un grand navire de lutte anti-sous-marine d'un déplacement d'environ 8000 tonnes, on arrive à un croiseur lance-missile à propulsion nucléaire dont la masse affichée dépasse les 24 000 tonnes. L'amiral Korskov suit de près les avancées du programme. Le projet technique est achevé et validé en 1972, ce qui permet de passer à l'étape du design détaillé, ainsi qu'à la création de la documentation technique en collaboration avec le chantier naval de la Baltique, avant évidemment la phase de construction de la tête de série. Le nom du premier navire rend hommage à Sergei Minorokovitch
Kostrikov, plus connu sous le nom de Kirov, un homme politique soviétique assassiné en 1934. Le bâtiment est mis sur cale le 26 mars 1973 au chantier naval de la Baltique. Et voilà les bergers, donc je n'irai pas plus loin parce que la question c'était pourquoi les soviétiques ont construit les croiseurs nucléaires de la classe Kirov. Donc nous avons répondu à cette question. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos en question sur la classe Kirov et la modernisation en cours de l'amiral Nakhimov, qui fait aussi partie de cette classe. Sur ce, je vous dis ciao, bonsoir, et à la prochaine. Oui, j'ai inversé.